Bon, bonjour à tous. Alors, je me présente rapidement, je m'appelle Guillaume, je suis un ancien de l'Epitech, donc j'ai fait une formation qui ressemble très étrangement à la vôtre, et donc je suis sorti d'Epitech en 2005, donc là j'ai maintenant un peu plus d'une dizaine d'années d'expérience en entreprise derrière moi, et qui ont finalement pas mal tourné autour du sujet du monitoring. Et c'est devenu encore plus intense, on va dire, sur ce sujet pour moi dans les 4-5 dernières années, puisque j'ai fini, après être consultant sur le sujet du monitoring, j'ai fini par créer une start-up spécialisée sur le monitoring des sites de e-commerce, et qui, en fait, aujourd'hui, va toucher de plus en plus de tout l'écosystème digital. Donc aujourd'hui, l'un des objectifs qu'on s'est donné avec Corentin sur cette conf, c'est vraiment de vous sensibiliser à tous les enjeux qui tournent autour du monitoring. Alors on pense souvent au monitoring comme quelque chose de très technique qui permet de vérifier qu'un serveur ou un système fonctionne, mais vous allez voir que c'est très très large. Alors peut-être pour un tout petit peu moi de mon côté vous connaître un petit peu plus avant de rentrer dans le vif du sujet. Est-ce que ici vous avez tous fait PrepEtna, c'est ça? Non. Alors est-ce qu'il y en a des PrepEtna? Ouais. Ok. Et les autres? Ok. Et donc là vous arrivez à l'ETNA directement là, c'est ça? Ok. Parmi vous, qui a déjà du coup travaillé en entreprise? À peu près tout le monde aussi. Ok. Est-ce que, parmi vous encore, est-ce que vous avez dû monter des systèmes de monitoring? Quelques mains qui se lèvent. Ok, ça marche. Très bien. Installez-vous. Ok, bon, ça marche. Bon, bah, alors donc ça me donne une bonne idée aussi de là où vous en avez été jusqu'à... enfin, jusqu'où vous avez poussé la démarche sur ce sujet-là. pour démarrer, ce que je vous propose, c'est de vous parler du monitoring au sens technique, au sens dans lequel vous allez sûrement l'utiliser pendant votre cursus à l'ETNA. Et puis en deuxième temps, va vous parler de tous les enjeux qui vont pouvoir venir au-delà du simple serveur qui doit fonctionner 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Alors, pour toujours faire écho à... S'il vous plaît, pour toujours faire écho à mon humble expérience, parce que je n'ai pas non plus 40 ans de carrière derrière moi, quand j'ai démarré sur ce sujet-là, c'était à un moment où je devais gérer des infrastructures e-commerce. Donc je travaillais dans une agence web, donc pour préciser aussi, si vous n'avez pas travaillé encore dans cet écosystème-là, en général, un e-commerçant, donc ça peut être une société comme Guy Degraine, Jonac, Couples, pour vendre sur Internet, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont fabriquer un site. Donc ils vont le faire développer par une agence web, donc c'est des développeurs informatiques, voilà, comme vous et moi, qui vont développer, que ce soit en PHP ou autre chose, et qui vont construire un site avec des designers, etc. Une fois que ce site il est fabriqué, en fait, on n'a pas du tout fini le job, parce qu'il va falloir le maintenir en conditions opérationnelles tout le temps. Les achats en ligne, c'est un bon exemple, je vous en citerai d'autres après, mais je vais forcément surfer un peu plus autour de celui-là, parce que c'est celui sur lequel je vais avoir le plus d'histoires à vous raconter. En fait, ce qu'on remarque, c'est que les gens, ils peuvent acheter la nuit comme le jour, ils peuvent acheter depuis l'autre côté de la planète, et il faut que tous ces systèmes fonctionnent en permanence. Et ils ne peuvent pas fonctionner uniquement au moment où le développeur il est prêt à réparer ce qu'il faut sur le site, quoi. Donc comme tout système, soit informatique ou autre, ou électronique ou mécanique, c'est la loi de Murphy, il y a toujours un truc qui va se mettre à merder. C'est la vie, quoi. C'est tout le temps, ça arrive tout le temps. Et on a beau toujours
essayer de fiabiliser. Alors c'est vraiment évidemment très important de faire tout un tas de tests avant de passer en production, mais une fois que c'est en production, il va forcément y avoir des choses qui vont se produire et qui n'ont pas été prévues. Donc pour vous donner un exemple sur un site de e-commerce, une fois que le site il est live, les gens se mettent à acheter dessus, puis ça peut marcher pendant 1 mois, 2 mois, et puis au bout de 3 mois, en fait, la marque veut sortir une nouvelle collection, donc elle va à ce moment-là importer dans son back-office du site de e-commerce un certain nombre de produits, et évidemment, elle ne va pas redévelopper un site à chaque fois. Donc ça fait partie de la vie du site d'être en mouvement. Donc elle va importer plein de produits, puis si ces produits-là ils sont beaucoup plus nombreux qu'avant, ou dans le lot de tout ce qui a été importé, il y a un produit qui en fait avait des caractéristiques qui pour le coup n'avaient pas été prévues lors des tests 2 ou 3 mois avant quand le site il est devenu live, on se retrouve à avoir un bug. Et là c'est en gros en production, sur le site, les utilisateurs sont directement impactés et ils ne peuvent plus acheter parce qu'il y a une requête qui ne se passe plus comme prévu. On a une erreur 500, voilà, c'est pour ceux qui ont regardé un peu les specs HTTP, c'est voilà, erreur 500, c'est Internal Server Error, donc ça veut dire qu'en gros l'utilisateur il n'a aucune page qui arrive vers lui, il a juste un message assez dégueu qui lui donne une mauvaise expérience justement de l'achat sur le site. Donc pour éviter ça, comme je le disais, on peut effectivement faire plein de tests, mais au-delà de ça, ce qu'il va falloir surtout, c'est surveiller. Et pour surveiller, on va mettre en place des sondes, des tests automatiques qui vont en permanence, exactement comme les utilisateurs, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, on va aller tester que tout fonctionne. Donc ça, c'est le principe général. Et après, ce qui est génial dans l'informatique, par rapport à d'autres domaines, bonjour. Ce qui est génial, c'est que contrairement, je dirais, au principe d'aller faire un contrôle technique sur une voiture, où là, il faut prendre la voiture, la mettre sur un monte-charge, regarder en dessous, ou tout ouvrir, etc. En fait, dans l'informatique, il y a beaucoup de cas où, en fait, on peut tout checker en permanence sans ouvrir le capot. Disons qu'on peut se mettre des sondes un peu partout où on veut, qui vont nous remonter des infos. Donc ça, c'est la partie la plus importante du monitoring, c'est la mesure. Donc tout part de ça, parce que sans mesure, on ne sait pas si un système marche ou s'il ne marche pas. Donc ce choix des mesures est évidemment indispensable. Alors peut-être ça peut donner lieu d'une petite réflexion de votre part. Sur un site de e-commerce, du coup, qu'est-ce que vous imaginez pouvoir mesurer qui pourrait vous permettre de vous prémunir d'un problème? Voilà, si vous avez une idée. Il y a plein de choses qu'on peut mesurer, donc je vous laisse lâcher des idées. Nombre de visites, nombre de clients, nombre de paiements. Nombre de visites. Nombre d'achats, quel produit le plus vendu, Quel produit le plus vendu? Alors, je répète du coup pour les autres, voilà, tu as cité beaucoup de choses, c'est intéressant. Donc effectivement, le nombre de visites qu'on peut avoir sur le site, le nombre de... Alors, quel est le produit le plus vendu du moment? Bon, ça pour le coup, ça peut changer, ça peut être normal. Tout dépend du site, en fait, tout dépend du e-commerce, du e-commerce en général. Ouais. Donc là, il y a un peu un mix de choses. Et à la rigueur, je vais juste prendre ces 2-3 exemples-là qui me semblent effectivement intéressants. Il y a un élément qui est intéressant, c'est le nombre de visites, particulièrement, parce que si d'un coup, on n'a plus aucune visite, on peut se dire qu'effectivement, c'est bizarre. Voilà. Donc, on pourrait tout à fait se dire, si je mets un seuil qui dit que si j'ai moins de 10 visiteurs pendant l'espace de 1 quart d'heure, pour un site comme Jonac ou Couples, c'est totalement anormal. Donc on veut avoir une alerte. Bon, après, tu as pu citer un autre exemple qui était est-ce qu'on a beaucoup de commandes ou est-ce qu'il y a des produits qui sont vendus? Alors est-ce que ça va pas, est-ce qu'on ne va pas se retrouver à un moment avoir des trous qui sont normaux parce que, je sais pas, on est la veille des soldes et en fait tout le monde attend, plus personne n'achète parce qu'on attend les promos qui vont démarrer le lendemain. Donc
on voit que dans cet exemple-là, alors c'est hyper intéressant de mesurer ça pour arriver à fixer des seuils, mais si on se base là-dessus pour aller réveiller tout le monde et se faire des alertes sur SMS, etc., et puis voilà, faire en sorte que toutes les équipes techniques se mettent à regarder le problème, ben, on risque d'avoir ce qu'on appelle un faux positif. Donc un faux positif, c'est j'ai déclenché une alerte, mais elle ne correspond pas à un vrai problème en fait. Donc ça, c'est un peu le cauchemar justement du monitoring, parce qu'en fait, si on enclenche des alertes alors qu'en fait il n'y a pas de problème, alors il y a un premier effet indésirable mais qui est pas très très grave, qui est que bon, bah, on reçoit une alerte sur SMS ou par email, etc. La personne qui du coup est chargée de maintenir le site va regarder, donc on va la déranger pour rien, ça c'est le premier effet de bord. Mais surtout, l'effet de bord qui est beaucoup plus majeur et qui va arriver assez rapidement après ça, c'est que plus on envoie 2 alertes, 3 alertes, et que finalement la personne s'est rendue compte qu'en fait c'était pas grand chose et que en fait, le site il marchait très bien, bah, qu'est-ce qui se passe quand on reçoit la 4e alerte? Et bah, en fait la personne elle se dit « Ah tiens, oui, bon, c'est encore le même problème, mais, donc j'y vais plus. » quoi. Donc du coup on va plus aller regarder. Et ça c'est humain, vous avez beau avoir des personnes qui sont payées pour recevoir les alertes et agir. C'est à partir du moment où, je sais plus, il y a une fable hein, avec quelqu'un qui crie au loup et il crie au loup plein de fois pour rigoler. Et puis un jour, il y a un vrai loup et quand il crie au loup, et bah, en fait, là, c'était vrai. Et voilà, la morale de l'histoire, c'est faut pas crier au loup. Bon, je sais plus exactement quelle est la fable, mais je me souviens de ça quand j'étais gamin. Bah, en fait, dans l'informatique, ça va être exactement la même chose. C'est que si votre système de monitoring, il a tendance à crier au loup, et ben en fait, au bout de 2 jours, bah, il ne sert plus à rien du tout. Et là, ça veut dire que vous vous retrouvez dans le noir, vous n'avez plus de surveillance. C'est exactement pareil. Voilà. Donc je dirais que un des gros enjeux, au-delà justement de cette mesure, ça va être d'aller fixer les bons seuils. Voilà. Donc ni trop peu, enfin, arriver à trouver le bon juste milieu. Et ça va dépendre de chaque chose. Alors, est-ce que, je sais pas, vous pourriez me citer, pour certains, quels sont les derniers projets informatiques que vous avez pu mener? Est-ce que vous avez dû construire des applications? Ouais. Je sais pas, c'est quoi la dernière application que vous avez dû créer? C'était un projet innovant, c'était une sorte de Tinder des guides. En gros, c'était quelqu'un qui trouvait des guides en fait, particuliers qui le faisaient visiter sa ville. Ok. Donc, c'est mise en relation de guides entre eux, quoi. Enfin, de guides avec des gens qui veulent visiter une ville. Ok, sympa. Ok. Donc voilà, bah, typiquement, une application comme ça, de mise en relation, bah, si demain, en sortant de l'ETNA, vous voulez, comme moi, créer une entreprise autour d'un service rendu, donc là, on a un exemple, voilà, un peu comme Tinder, mais pour mettre en relation finalement des guides touristiques avec des touristes. Bah, si vous voulez en faire un business et faire en sorte que ça vous permette de manger et éventuellement de vous permettre de recruter des personnes derrière ça, bah, évidemment, ça ne sert à rien de développer une application si derrière elle tombe en panne et surtout qu'elle tombera toujours en panne à un moment où vous aurez la tête tournée ailleurs. Voilà, donc dans cet exemple-là, on voit que ça ne sera pas du tout les mêmes alertes qu'on va pouvoir voir. Ce sera, alors justement, bah, peut-être, est-ce que tu avais toi mis en place de la surveillance? Ok. Donc pour information, si vous allez en filière ISR, vous aurez des projets spécifiques où vous devrez surveiller des applications. Donc ça c'est typiquement, enfin c'est une UV que je gère à l'ETNA et voilà, sur lesquelles, si vous prenez cette filière, vous me retrouverez. Donc du coup, dans le cas d'une application comme ça, on va vouloir tester des choses type est-ce que j'arrive bien à afficher la fiche d'un utilisateur? Est-ce que j'arrive bien à finalement faire tout ce qu'un vrai visiteur arriverait à faire sur l'application, quoi. Voilà. Je ne sais pas si déjà, à ce stade, il y a des questions qui vous viennent.
sur ce que j'ai pu vous dire. Je ne sais pas si au fond vous avez des questions. Je ne sais pas si au fond vous avez des questions, apparemment vous vous en posez. Messieurs, dames au fond, vous avez des questions ou... Pas de souci. Ça marche. S'il y en a, n'hésitez pas, je suis là. Ok. Alors, aussi pour reprendre un petit peu le fil, c'était vrai, enfin, voilà, c'est intéressant de voir pour chaque application qu'on va avoir des seuils et des choses à mettre qui vont être très différentes. Alors ensuite, d'un point de vue des mesures, qu'est-ce qu'on va vouloir mesurer sur un site? Ce qu'il faut voir, c'est qu'il y a, sur un site ou sur l'usage qui est fait d'une application, il faut voir qu'il y a deux grandes familles de mesures. Je ne sais pas, est-ce que vous avez déjà entendu parler de Real User Monitoring? Levez la main pour ceux qui n'ont pas... Voilà. Ok, donc je vais vous en parler un petit peu. Alors, donc il y a bien deux familles de mesures possibles pour faire de la surveillance. La première, ça va être d'aller, je dirais la plus évidente, c'est d'aller tester le système. Donc on va parler de requêtes synthétiques, donc c'est-à-dire qu'on va faire des requêtes, comme le ferait un utilisateur lambda, toutes les minutes ou toutes les secondes, si on veut être vraiment très très précis, pour vérifier qu'on a bien le comportement attendu. Alors est-ce que la page, elle répond dans un temps qui est raisonnable? Est-ce qu'elle me renvoie le bon code HTTP? Est-ce que dans la page, je trouve le bon est-ce qu'il y a une partie de texte que je retrouve et que j'attendais bien en correspondance avec cette page? Donc ça, c'est une première chose. Et ça s'appelle du monitoring synthétique. Ensuite, il y a une deuxième vision, et c'est vraiment deux angles de vue différents qu'on peut avoir sur un système ou une application. Et l'autre, c'est le Real User Monitoring. Donc Real User, en gros, on parle des vrais visiteurs. Donc les vrais visiteurs, typiquement des acheteurs, on parlait de, est-ce qu'il y a suffisamment de visites, etc. sur un site. Les acheteurs, en venant sur un site de e-commerce, ils vont arriver soit via la home page, soit via une page produit parce qu'ils viennent de Google et puis ils ont atterri directement sur la page d'un produit. Et puis ils vont faire un petit parcours, ils vont faire un clic, un deuxième clic, etc. Et chacun d'entre eux, ils vont avoir une certaine expérience sur le site d'un point de vue de est-ce que les pages elles ont bien répondu dans un bon temps de réponse, est-ce qu'il n'y a pas eu un bug, etc. Et en fait, dans le Real User Monitoring, on peut enregistrer quelle a été l'expérience, quelles ont été toutes les données de fabrication de la page, combien de temps la page a mis à se fabriquer, etc., quand cet utilisateur est venu se connecter. Donc ça devient quelque chose qui est beaucoup moins lisse qu'une mesure type synthétique, puisque synthétique, on la fait toujours de la même manière, toujours depuis le même point. Donc là, pour le coup, on parle vraiment d'une minute après l'autre, on peut vraiment parler de comparer des pommes avec des pommes, quoi. C'est-à-dire qu'on fait vraiment toujours la même chose. Et puis, tiens, je vois que ma page, elle met 200 millisecondes de plus qu'avant à se charger. Donc là, je vois une augmentation. Et clairement, vu que je fais la mesure toujours de la même manière, c'est bien parce que le système en face, lui, qui héberge le site de e-commerce, lui, il s'est mis à ramer et en fait, il met 200 millisecondes de plus qu'avant. Donc c'est bien, cette info est très intéressante. Maintenant, est-ce qu'il n'y a pas des choses qu'on va louper avec ça? Donc oui, il y a des choses qu'on peut louper avec ça. Typiquement, on va, avec des requêtes synthétiques, ne pouvoir surveiller que les pages qu'on teste chaque minute. Et vu le nombre de pages qu'on peut avoir dans un site ou le nombre de fonctionnalités qu'on peut avoir dans une application, on ne peut peut-être pas se permettre de tout tester toutes les minutes, sinon ça devient overkill comme on dit. Il y a un moment, on n'est pas en train de stresser non plus la bête. Ce qu'on veut, c'est calmement avoir des mesures qui nous permettent de nous rassurer que tout le système fonctionne. Donc, il y a un juste milieu à trouver, mais à partir du moment où, d'un point de vue synthétique, on teste toutes les pages, les principales du site, c'est pas mal de s'arrêter là. Et le Real User Monitoring devient intéressant parce qu'il va nous permettre de détecter des choses un peu plus perchées, entre guillemets. Donc, dans le cas, alors pour le coup, là, je vais reprendre le cas de ton application. Si y a quelqu'un qui vient sur l'application et puis qui se met à
à faire une recherche dans le moteur de recherche pour chercher tous les guides qui l'intéressent. Mais sauf que dans cette recherche-là, il tape tellement peu de lettres que le moteur de recherche va naturellement lui renvoyer quasiment toute la base de données des guides de France qui sont disponibles dans l'application. Donc là, ça va se mettre à ramer de fou. Alors après, lors des tests, si on y a pensé, on peut avoir mis une limitation, ce qui serait cool. Mais on va dire qu'on n'a pas mis de limitation. Donc, typiquement, un utilisateur arrive, le site il est live, jusqu'ici il a bien marché, mais cette requête-là, on n'y avait pas pensé. Et puis, d'un coup, elle devient très 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 lourde. Donc là, elle va se mettre à alourdir l'ensemble du système. Et puis, en fonction de comment a été fine-tunée la plateforme, donc là c'est plus d'un point de vue de DevOps, comment ça a été configuré, Apache, MySQL, etc., on peut se retrouver avec une ou deux requêtes finalement à engorger notre système. Donc ça, c'est quelque chose qu'on ne va pas voir avec le synthétique, puisque avec le synthétique, on fait plus ce qui est à peu près normal. Et le real user va nous permettre de mesurer que cet utilisateur-là, on l'a traqué, comme tous les autres, et on voit qu'il a fait une requête qui était largement plus grosse que les autres. Et donc là, on va pouvoir là aussi se mettre des niveaux d'alerte, peut-être pas avec le même niveau de criticité, ça va être toujours à réfléchir selon les cas. Et puis là, on va pouvoir remonter l'info, se dire tiens, on voit qu'on peut boucler la boucle assez rapidement là, en voyant ça. On voit qu'il y a une requête qui était trop grosse. Elle venait d'où cette requête? Elle venait de tel utilisateur. Qu'est-ce qu'il avait fait avant? Ah oui, il avait fait ça, ça, ça. Et il avait, tapé la lettre E dans le moteur de recherche, il a tapé Enter, et puis voilà comment ça s'est produit. Donc là, on peut lancer un fixe assez clair le lendemain. Tiens, le moteur de recherche, maintenant, je mets une limitation de 10, et puis j'aurai plus le problème. Donc ça, c'est une bonne boucle de monitoring et comment je peux corriger juste après le système. Voilà. Après, d'un point de vue, je dirais, faut savoir un peu plus comment est-ce que ça fonctionne, le Real User Monitoring. Il y a une autre info aussi que je peux vous donner, c'est que pour qu'on puisse enregistrer autant de données pour chacun des utilisateurs, ce qu'on va faire typiquement dans une page, c'est qu'on va placer un tag. Alors peut-être là, j'ai besoin de savoir votre connaissance aussi du web. Qui parmi vous a déjà créé un site web? Bon, ok, à peu près tout le monde. Voilà. Ok, voilà. Alors je sais pas. Et qui parmi vous, dans ce site, a mis en place Google Analytics? Un peu moins. Ok. Bon. Pour l'anecdote, alors ça sort un peu du scope du monitoring, mais je vous invite, pour ceux qui gèrent aujourd'hui un site, à fortement vous intéresser à ce que fait Google Analytics, parce que c'est assez majeur. Et ça permet de remonter, donc du coup c'est l'outil gratuit de Google qui permet de remonter des informations sur tout ce que font les visiteurs sur votre site. Donc ça va de combien de clics ils ont fait, combien de temps ils sont restés, quelle page ils ont consulté, est-ce qu'ils ont acheté ou pas, si c'est un site de e-commerce, voilà. D'où est-ce qu'ils viennent, c'est-à-dire qu'ils sont arrivés sur le site, mais est-ce qu'ils venaient depuis un moteur de recherche ou est-ce qu'ils venaient d'une pub payante que vous avez, sur laquelle vous avez fait une dépense. Donc ça vous permet aussi de savoir, pour amener du trafic, j'ai fait des investissements, est-ce que c'est rentable? Voilà. Donc ce fameux Google Analytics, il est assez essentiel. Aujourd'hui, il est vraiment au cœur du web. Donc je vous conseille de regarder ça de près. La manière dont ça fonctionne, s'il vous plaît, la manière dont ça fonctionne pour qu'ils puissent enregistrer autant de données, parce que là on peut se dire mais comment Google fait en sorte de récupérer autant de données? Autant sur leur moteur de recherche, ça peut paraître assez évident, c'est eux qui fournissent l'information, c'est eux qui prennent les requêtes, donc ils peuvent enregistrer tout ce qui se passe. Mais là, moi je suis en train de gérer mon site de e-commerce et en fait, ils enregistrent des données pour moi qui concernent mes utilisateurs à moi, comment ça marche. En fait, pour utiliser Google Analytics, vous devez placer dans le site donc, ce qu'on appelle un tag. Donc c'est à l'intérieur du code HTML. C'est un tout petit élément qu'on met en général en bas de page.
qui est totalement invisible à l'utilisateur et qui fait que chaque visiteur qui vient sur la page va de lui-même faire une requête chez Google. C'est comme si vous aviez, je sais pas, vous mettiez dans votre code HTML, comme si vous mettiez une toute petite image invisible qui elle-même était hébergée chez Google. Naturellement, le navigateur de n'importe qui vient sur votre site va, parmi tous les éléments qui vont devoir être chargés, les JS, les CSS et machin, ah tiens, j'ai une ressource à aller chercher chez Google, je vais la chercher. Et hop, il y a une requête HTTP qui est faite, et dans cette requête-là, Google va aspirer, comme ils savent bien faire, tout un tas de données, type, voilà, combien de temps, donc là, je reviens au Real User, mais typiquement, eux, ils vont faire aussi du Real User Monitoring dans ce tag-là. Donc, dans Google Analytics, vous avez déjà un dashboard qui vous permet de savoir si l'expérience de vos utilisateurs sur votre site a été bonne ou pas. Est-ce que les temps de chargement des pages, ils ont été bons ou pas, sur quelle page, etc. Donc, c'est un peu basique, on va dire, mais ça fait déjà un certain job. Donc voilà, donc toutes ces informations-là, le navigateur de Monsieur Tout-le-Monde va les uploader chez Google pour dire, voilà, j'ai été sur la home page et en fait, elle s'est chargée en 3 secondes 5. Le temps pour me connecter au serveur, ça a été, dans ces 3 secondes 5, le temps pour me connecter au serveur, ça a été 100 millisecondes. Ensuite, j'ai attendu 400 millisecondes qu'on me donne le code HTML. Et puis au bout de 500 millisecondes, là, quand j'avais le code HTML, j'ai mis tant de temps à chercher les images, les JS, etc. Ça, c'est une mine d'or pour vous, pour vérifier que tout fonctionne bien, quoi. Et que ce ne soit pas juste dans votre code, mais aussi au niveau de l'hébergement des images, enfin voilà, pour tout l'ensemble, quoi. Voilà. Est-ce que pour ceux qui avaient utilisé Google Analytics, est-ce que vous aviez été voir ces dashboards? Ouais. Ok. Est-ce que vous aviez été étonné de choses ou enfin... Ok. Ça marche. Comment? Ouais, c'est clair. Ok. Voilà, donc c'est clair pour vous, Real User Monitoring et requête synthétique. Je pense qu'on a perdu le ping là sur la table de l'autre côté. Je ne sais pas si quelqu'un peut lui faire un petit... l'alerte, voilà. Ah d'accord, ok. D'accord, ok. Vous écoutez les yeux fermés alors. Ça marche. J'ai mon système de monitoring qui s'est mis en alerte. On va régler le seuil. Ça marche. Voilà, donc maintenant vous voyez un peu ces deux systèmes, voilà. Real User et puis d'un côté synthétique. Alors ce qui est drôle, c'est que ces deux visions différentes, elles vont pouvoir aussi s'entremêler. Alors je vous disais tout à l'heure un peu en préambule que donc moi j'ai cofondé une startup qui s'est spécialisée sur ce sujet-là. Nous on a justement décidé de mixer ces deux mondes qui en général sont assez séparés. Il y a ceux qui pensent qu'on doit faire des requêtes synthétiques parce que c'est comme ça on a une donnée propre, etc. Et puis il y a ceux qui pensent que mettre un tag c'est mieux parce qu'on a une vision de ce qui se passe vraiment. Et si un utilisateur qui se connecte depuis le Cameroun et qu'il a une mauvaise connexion, et ben en fait on va voir qu'il a une mauvaise connexion et du coup c'est important. Alors qu'avec le synthétique on ne le verrait pas. Nous on a fait un peu un mix des deux et pour vous dire aussi que là il n'y a aucune frontière. Vous pouvez très bien vous baser sur ce que le Real User arrive à sortir en termes de quelles sont les pages qui sont les plus visitées. Donc typiquement dans Google Analytics, on va voir, voilà le parcours qui est habituellement utilisé parmi mes visiteurs sur mon site. Donc si j'ai un site qui a 50 000 pages, je ne sais pas trop par où commencer si je veux setuper mon système de requête synthétique, quoi. Quelles sont les pages qui sont vraiment importantes? Donc nous, ce qu'on a décidé de faire, c'est de prendre les requêtes Real User, donc de regarder finalement toutes les pages qui ont été vues, et de se dire, finalement, les acheteurs sur le site, ils passent généralement en priorité par telle page, telle page, telle page, et ces pages-là, les pages qui sont le plus vues parmi les acheteurs, on les a choisies, on les a sélectionnées, et on les met automatiquement dans notre scénario de requête synthétique. Donc on se met à surveiller de manière synthétique finalement les pages qui sont les plus importantes d'un point de vue de ce qu'on a vu en Real User. Ça, c'est un bon usage aussi des deux.
Donc là, il y a vraiment aucune frontière. Alors, il y a aussi un autre domaine qui est un peu en lien avec... Enfin, il y a plusieurs domaines qui sont en lien avec le monitoring aussi, dont je voulais vous parler. Vous avez eu des confs dans les 2 derniers jours sur quel sujet? Blockchain et ce matin, IA, intelligence artificielle et sécurité. Ok. Alors, vous allez voir qu'en fait, ces domaines sont assez entremêlés. Le seul dont je ne vais pas vous parler maintenant, c'est le blockchain. Mais pour les 2 autres, donc tu m'as dit sécurité et IA. Alors la sécurité, il y a clairement un lien évident. Est-ce que lui vous a parlé, l'intervenant de la conférence sur la sécurité, vous a parlé du coup de monitoring? Pas vraiment? Ok. Alors, de la même manière que vous allez faire, alors dans le point de vue de la sécurité, vous allez devoir, pour vous assurer que vous avez bien gardé le château, vous allez faire des tests pour vérifier que quelqu'un ne peut pas pénétrer sur le système. Mais de la même manière qu'on veut s'assurer qu'une application elle fonctionne tout le temps, on veut aussi s'assurer tout le temps qu'elle est safe, que quelqu'un ne peut pas rentrer dans le système. Et donc, pour pouvoir faire ça, on va être obligé de mêler cette même philosophie du monitoring, on va être obligé de la mêler à d'autres domaines. En gros, vous pouvez appliquer ça à peu près n'importe quel domaine, même de votre vie, et avec la digitalisation qui est grandissante, ça s'applique à maintenant de plus en plus de domaines, mais tout ce qui à un moment fonctionne dans le monde digital, s'il existe, c'est parce qu'il sert à des gens, et s'il sert à des gens, c'est qu'on doit le maintenir. Et si on doit le maintenir, c'est qu'on doit être au courant si à un moment, il y a quelque chose qui ne marche plus. Donc en fait, on doit absolument tout surveiller. Et toute nouvelle création doit avoir son lot de monitoring. Donc ça vaut pour vos projets. Si à un moment vous faites un rendu même au sein de l'ETNA et que vous l'avez mis à disposition sur une plateforme et que vous savez que votre prof il va venir le corriger une semaine plus tard, si vous abandonnez votre projet et puis que vous prenez le risque qu'à un moment il tombe en panne au moment de la correction, le prof il ne va pas se poser beaucoup de questions, il va arriver, s'il se connecte et puis qu'il clique sur un bouton et que ça ne marche plus, lui c'est la première expérience qu'il aura eue de l'application, donc il va la quitter et vous aurez une mauvaise note. Ça c'est pour la partie évidemment études ETNA, mais dans l'entreprise ça pardonne encore moins quand on a des clients derrière. Donc d'un point de vue de la sécurité, on va avoir ce même mécanisme, c'est-à-dire que vous allez, dans l'ensemble des éléments que vous allez vouloir surveiller, il y a la tenue en fonctionnement, opérationnel, et puis est-ce qu'au final, d'un point de vue de la sécurité, ça fonctionne? Donc pour ça, il y a des tests spécifiques, alors qui vont dépasser le cadre de la conférence, mais qui pourraient, je pense, faire écho à ce qui a pu être énoncé dans la conférence sur la sécurité. Mais ça peut être, si j'ai mon firewall qui est configuré pour accepter uniquement des connexions sur le port HTTP, voilà, et le reste est censé être filtré, est-ce que j'aurais pas intérêt, dans mon système de monitoring, à aussi vérifier que la sécurité, elle n'a pas été impactée à un moment, qu'elle est toujours bonne, que mon firewall, il fonctionne toujours. Parce que tous ces éléments de la chaîne, ils fonctionnent toujours. Pour le faire, oui, très clairement, on va avoir envie de vérifier. Moi, si je suis responsable d'un site, d'une grosse enseigne, je veux être sûr que quand je suis le week-end tranquille en vacances, j'ai pas un port qui s'est ouvert sur la plateforme et dont je n'avais pas la connaissance. Donc pour faire ça, je vais aller prendre un test de type sécurité. Donc là, pour le coup, on est vraiment dans cette verticale de la sécurité. Je vais avoir l'outil Nmap qui permet de lister tous les ports, etc. de l'extérieur. Et ça, je vais l'inclure dans un nouveau check dans mon système de monitoring qui va être vert si jamais effectivement le seul port ouvert c'est bien le port 80, le port HTTP. Et puis s'il y en a d'autres qui sont ouverts, moi j'ai considéré que c'était anormal et donc je vais lever un warning, même une alerte et je vais être alerté, quoi.
Donc voilà, il y a vraiment énormément de liens entre sécurité et monitoring, c'est très entremêlé. Et donc je vous invite là aussi, si vous partez dans votre carrière dans la sécurité informatique, je fais une petite parenthèse d'ailleurs, mais moi je trouve ça passionnant et j'ai bossé là-dedans pendant aussi quelques années avant de rentrer plus sur la partie performance, surveillance. Mais c'est vraiment complètement passionnant et vous allez voir que maintenir des systèmes qui surveillent en permanence, c'est une chose absolument clé dans l'équation. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ça? Sécurité, monitoring? Ça semble clair? Ok. Je vais maintenant du coup vous parler de l'IA, voilà, qui était un des autres gros sujets que vous avez pu voir pendant ces 2 jours. Il y a une problématique discutée tout à l'heure qui était comment est-ce que je configure mes seuils? Chaque système est différent, chaque site est différent. Ça peut être, moi mon exemple depuis le départ c'est le site de e-commerce. Et puis voilà, l'exemple de ce jeune homme c'était comment est-ce qu'on peut surveiller une application qui met en relation des gens externes. C'est des choses qui sont vraiment radicalement différentes. Et dans ces 2 cas, du coup, j'ai aucune règle. Enfin, moi, si je reprends ma casquette de consultant monitoring, je ne vais pas arriver dans une réunion de setup pour mettre les bonnes alertes en disant « Ah bah oui, alors il faut que vous mettiez tel seuil, il faut que vous mettiez la page, il ne faut pas qu'elle se charge en plus de 300 millisecondes, sinon c'est anormal. Il y a ça qu'il faut surveiller. » Ça va être différent pour tout le monde. Ça va être différent pour toutes les applications, tous les sites. Enfin, il n'y a vraiment pas de systèmes qui sont pareils. Donc, pour arriver à s'y retrouver, c'est là que l'IA peut être vraiment très très intéressante. Alors, dans les mesures qu'on va pouvoir prendre, donc que ce soit toutes les minutes avec des requêtes synthétiques ou que ce soit là aussi toutes les minutes avec du Real User Monitoring, on va avoir énormément de données qu'on va pouvoir stocker en base. Toutes ces données-là, elles vont fluctuer plus ou moins, et quand on regarde un graphique des temps de réponse d'un site, en fait, humainement, on arrive à repérer un comportement qui est anormal. C'est-à-dire que si je vous dessine un graphe où c'est tout plat et où il y a des petites vaguelettes, etc., vous allez me dire ça a l'air de bien se passer, un peu encéphalogramme plat, grosso modo le site fonctionne et il est à peu près toujours au même temps de réponse, donc il ne semble pas y avoir d'incident. Et si à un moment je commence à faire une montée et puis qu'il y a des variations qui commencent à se faire de plus en plus fortes et puis que ça commence à monter, là aussi d'un coup d'œil, si je vous dis est-ce que vous voyez quelque chose d'anormal, vous allez me dire, ouais, c'est clairement en train de monter, là, le temps de chargement est de plus en plus important, donc on va potentiellement avoir un problème. En fait, vous savez quoi, je vais vous le dessiner ça, si un feutre. Est-ce qu'on a un feutre ici ou pas? Donc vous allez l'imaginer encore. Je ferais bien de décider en... Non, mais... Ouais, ça marche. Ça pourra resservir. Donc, ce genre de choses qu'on va faire intuitivement en regardant... Ah bah, merci. Merci. Il ne faudra pas oublier de le récupérer à la fin. Ok, donc je vous fais les 2 graphes en question. Ça va, c'est pas un permanent. Hein. Okay. Je crois qu'il y a Robin qui revient. Voilà. C'est bon. Alors, donc, là, on a l'axe du temps. Et là, on a, on va dire, le temps de réponse. Voilà. Donc, je mesure un truc simple avec une requête synthétique, c'est combien de temps je mets à récupérer le code HTML d'une page. Voilà, ça peut être, on va dire, la base de notre surveillance. Voilà. Tac.
Donc ça, c'est un premier exemple. Le deuxième, je crois que le Velleda est sur la fin. Ok, voilà. On va dire que là, c'est 300 millisecondes. Donc là aussi. Donc ici, le site, il n'est pas du tout mort, hein. On arrive encore à y accéder. Et d'ailleurs, pour un humain, 200 millisecondes, c'est pas une grande différence. Surtout quand on y a une connexion Internet qui fluctue. Est-ce que ça vient de la machine d'en face ou est-ce que ça vient de mon PC qui vient juste de ramouiller? Là, on ne peut pas savoir. Donc, dans les deux cas, tout va bien, l'application fonctionne. Voilà. Bon. Je pense que c'est même pas la peine que je vous pose la question. Intuitivement, vous allez vous dire, ici, bah, tout va bien. Et ici, j'ai un problème. Donc, arriver à lever une alerte quand on voit ce graphe-là et le faire de manière automatique, bah, c'est pas simple du tout. Parce qu'en fait, si on a fixé un seuil d'acceptabilité du temps de chargement de la page qui est de 1 seconde, on va dire qu'au bout de 1 seconde, si on n'a toujours pas récupéré le code HTML, c'est vraiment qu'il y a un gros problème. Bah à ce moment-là, on est encore vraiment en dessous du seuil, quoi. On a notre seuil qui est là. Donc, bah, on n'a toujours pas levé d'alerte. Et puis le temps passe, et on n'est toujours pas en train de régler un problème qui est en train de grossir. Donc ça, c'est le premier élément. Finalement, avec des seuils qu'on a déjà préconfigurés à la main et qui sont fixes, bah, c'est pas le système génial, quoi. Parce que là, on perd une opportunité de réagir plus vite. Donc après, on peut se dire, ça réfléchit, bah ok, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut peut-être regarder le taux de variation. Donc c'est-à-dire que si je prends la mesure, la dernière mesure, je peux la comparer avec la mesure d'avant pour savoir si j'ai eu une augmentation. Et si j'ai une augmentation de plus que X%, donc je me retrouve à avoir un nouveau seuil, qui est mon pourcentage de croissance de mon temps de réponse, et ben là je déclenche une alerte. Donc si j'ai augmenté de plus que, je sais pas, 10% d'une minute à l'autre, bah, est-ce que je vais lever une alerte? Donc là aussi, en fait, on n'a toujours pas une bonne solution. Parce qu'en fait, déjà, là, ce qu'on a fait ici, c'est assez subtil. Donc, de minute en minute, ça ne va pas énormément augmenter. Et puis, on peut avoir très momentanément, tu te rends ton Velleda qui marche plus très bien. Comme ça, tu pourras le finir. Merci. Donc, ça augmente subtilement. Donc, voilà. Donc, c'est pas très évident. Donc, c'est qu'en fait, si je mets un seuil ici, qui est, est-ce que la minute d'avant, mon seuil, pas mon seuil, mais est-ce que la minute d'avant, mon temps de réponse, il était inférieur de plus de 20% de moins, bah, au final, la réponse, elle risque d'être non tout le temps, alors qu'en fait, ça augmente continuellement. Et ici, à l'inverse, bah, là, j'ai dessiné un petit pic exprès, qui est un peu violent. Bah, là, pour le coup, entre ce point-là et ce point-là, bah là, oui, j'ai peut-être juste une différence de 25%. Donc, on avait fixé un seuil à 20%. Donc, ok, bah, on est au-dessus du seuil. Donc, boum. Donc, du coup, on a levé une alerte ici. Et puis on n'a pas levé ici. Donc, en fait, ça ne marche pas bien. Donc, voilà. Donc, je ne sais pas si là, du coup, je vous reparle d'IA. Maintenant, ça vous voyez ce qu'on va pouvoir en faire. Ok. Donc, au fur et à mesure qu'on enregistre des données, et plus on enregistre de données, parce qu'en fait, là, j'ai juste pris, d'ailleurs, là, vous voyez un peu la dimension de la complexité de la donnée, c'est que là, on a pris une mesure qui est simple, pour l'exemple, qui est le temps de réponse pour récupérer le code HTML. Mais en parallèle de ça, il faut voir que je mesure plein d'autres choses dans mon système de monitoring, et que je mesure aussi la charge CPU des serveurs. Donc le taux d'occupation des machines. Donc là, j'ai aussi des variations, etc. Donc en fait, des graphes, j'en ai plein. Ça va être les IO disques, si vous avez fait un peu de DevOps, à quel point les disques durs ils sont utilisés,
Est-ce qu'il y a suffisamment de RAM? Enfin, il y a tout un tas de dimensions de données qui vont se rajouter. Donc du coup, si on veut prendre en compte chacune d'entre elles, y compris des données business, on a parlé tout à l'heure du nombre de visiteurs, nombre d'achats, nombre de clics, etc. En fait, on se retrouve chaque minute à enregistrer peut-être des centaines et des centaines de points qui ont tous leur niveau de variation. Et là-dessus, je devrais définir des seuils de croissance. Alors, du coup, si je veux faire mes seuils, en fait, ça veut dire que je dois à chaque fois décider, est-ce que c'est 20%, 25%? Est-ce que je regarde les données de la dernière minute ou des 10 dernières minutes avant? Comment être sûr que finalement, je tiens le bon seuil pour cette donnée-là en particulier? C'est très compliqué et il faut beaucoup de temps humain pour le faire. Donc moi je l'ai fait pendant des années avec pour tout un tas de systèmes. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure qu'on maintient en situation opérationnelle un système, humainement on finit par se dire ouais mais si j'ai plus de 70% de CPU, je sais que sur tel serveur c'est anormal et que là je veux être alerté quand j'ai plus de 70% de CPU. Donc il y a des choses qui intuitivement, à l'usage, on finit par les régler relativement correctement. Mais ce n'est pas quelque chose qui est scalable. C'est-à-dire que plus le temps va passer, et surtout avec l'avènement du cloud, vous allez avoir des infrastructures qui sont élastiques. Pour faire tourner une seule application, on va tout de suite instancier 20 serveurs ou des microservices, etc. Donc on va avoir des événements à prendre en compte qui sont beaucoup trop nombreux pour les prendre en compte chacun indépendamment. Je vous inviterai évidemment dans votre cursus à le faire vous-même, à mettre ces seuils manuellement. Vous aurez besoin de le faire. Mais demain, le futur du monitoring, ce n'est pas de configurer tous ces seuils en permanence. C'est bien d'aller faire en sorte que la machine, elle apprenne d'elle-même qu'est-ce qui est anormal et qu'est-ce qui est normal. Et pour ça, l'IA, c'est absolument génial. Voilà. Donc, gros mix entre ces deux disciplines apparaître. Là aussi avec le big data, parce qu'en fait, plus on enregistre de données et plus ça devient complexe. Donc, vous voyez que le monitoring, c'est vraiment lié à la big data, à l'IA. Donc, dans un cas qu'on va dire que maintenant on a une IA, ce qu'elle va faire, l'IA, c'est qu'elle va enregistrer toutes ces choses-là, puis elle va apprendre quand même, il faut lui laisser un peu de temps, qu'on va lui donner des données pendant 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, pendant lesquelles il ne s'est rien passé de bien grave. Et donc du coup, elle va voir que quand on a un pic, mais que ce n'est pas suivi d'une augmentation qui continue, et au final, c'est OK. Donc du coup, elle ne va plus alerter à ce moment-là. Et elle-même, en fait, elle va aller... En fait, ce que fait l'IA, c'est pas non plus une intelligence au sens humain du terme, mais ce qu'elle va faire, en fait, c'est que sur la base des données, elle va auto-fixer des seuils. Donc, elle va dire, elle va finalement configurer le système d'alerte de manière à ce que ce soit les seuils... Enfin voilà, on aurait mis des années pour arriver à fine-tuner ce seuil aussi bien qu'elle. Parce que finalement, ça va peut-être être un seuil en plusieurs parties, type tiens, je veux que dans les X dernières minutes, en fait, je me situe entre tel pourcentage et tel pourcentage des temps de réponse que j'ai mesuré à la minute en question. Et puis avant, c'est plutôt ça. Et en fait, au final, elle arrive à en déduire finalement une espèce de courbe mathématique qui décrit en fait qu'est-ce qui est normal ou pas et quand est-ce que je dois m'alerter d'un problème. Donc voilà. Donc il y a pas mal de recherches à faire là-dessus. Si vous êtes d'ailleurs intéressé en IA par la suite, je vous inviterai de toute façon tous, dans tous les cas, à rester en contact avec moi de par l'intermédiaire de l'ETNA si vous avez des questions et si par la suite le domaine du monitoring ou de l'IA vous intéresse pour éventuellement un projet d'entreprise, parce que nous, dans notre croissance, on recrute aussi et ces enjeux-là, ils sont relativement au cœur de notre activité. Vous avez des questions ? Ok, top.
Bon, je pense que j'ai fait déjà là un bon tour. Peut-être, Robin, est-ce que toi, tu vois des thèmes supplémentaires en lien? Real User Monitoring, requêtes synthétiques, les liens avec l'IA, la sécurité, donc un peu tous les différents sujets qui ont pu être vus sur les 2 jours. En fait, c'est juste pour trouver le bon niveau de détail. Mon but, c'est pas de vous assommer non plus avec des infos non plus trop précises, parce que sinon on peut partir sur vraiment un cours plus précis sur comment mettre en place tel ou tel système de monitoring, mais je pense que là, c'est plus une sensibilisation au sujet. Après, je ne sais pas en quelle mesure on a besoin de faire voilà, de prendre les 2 heures. On peut prendre... Ouais. Est-ce qu'il y a des... Bon, allez, peut-être pour terminer sur une session un peu interactive, hein. Est-ce que vous avez des... Donc du coup, quels sont les prochains projets qui sont en création dans vos mains? Est-ce que vous avez des projets libres ou projets informatiques en développement en ce moment? Là, vous êtes un peu entre deux. Ils sont... Ou est-ce qu'il y a déjà des projets, le grand projet? Ouais. Parce que là, j'ai un de vos collègues qui a super participé, donc on a fait un bon cas sur son sujet. Mais ça peut être intéressant de voir sur un autre domaine comment on peut arriver à bien surveiller ça. Je peux vous aider en tout cas à avoir une bonne vision de comment vous allez surveiller votre prochaine création. Bah, ce sera toujours ça de prix, quoi. Bon, sinon, je peux terminer à ce moment-là sur un sondage. Parmi les différentes filières de l'ETNA, vers lesquelles vous pensez vous positionner par la suite? Qu'est-ce que tu... Moi, ce que j'en dis, c'est que vous avez un expert en face de vous qui prend son temps, qui est précieux, pour venir vous parler. Alors, sortez-vous les doigts du cul et soyez un petit peu réactif. Merci. Je n'osais pas le dire. Un peu de niaque, là, s'il vous plaît. Tu as mis. Bon, après, s'il n'y a pas de... Voilà. S'il n'y a pas de... Ouais, vas-y, une question. Je t'en prie. Du coup, le monitoring, tout ça, ça prend des ressources en général sur tout ce qui est serveur et client. Mais comment on est censé doser ça selon les moyens qu'on a? Ouais. Selon les serveurs qu'on a, on n'a pas forcément les moyens de faire un gros monitoring sur le user. Ouais. Je te remercie beaucoup pour la question. C'est vrai que je n'ai pas développé ça et c'est intéressant. Faut arriver à trouver le juste milieu. Donc là, effectivement, votre réaction peut-être, ça peut être de se dire, tiens, il y a un ayatollah du monitoring qui est venu nous dire qu'il fallait absolument qu'on en mette partout. Après, voilà. Ou si tu le verrais, dans le sens où il y a 2 choses. Faut que ça reste logique en termes d'effort à maintenir. Donc, c'est-à-dire que, comme je disais tout à l'heure, si votre système il n'est pas bien tuné de toute façon en termes de seuil, même s'il n'est pas parfaitement tuné en termes de seuil d'alerte, le lendemain, il ne sert de toute façon plus à rien. Donc, il faut être raisonnable et se dire, ok, j'ai envie de surveiller mon système, je ne vais pas non plus monter une usine qui est plus grosse que mon application pour surveiller l'application en elle-même. Et je vais plutôt donc voilà, être raisonnable sur le périmètre que je vais surveiller. Par contre, je vais être hyper rigoureux sur le fine-tuning de ces seuils pour ne pas être faussement alerté alors qu'il n'y a pas de problème. Et à l'inverse, pour éviter de louper un problème qui serait grave sur la plateforme. Donc, je dirais que là aussi, c'est un peu au cas par cas. Je dirais que si vous avez... en fait, ça dépend vraiment de
je dirais, du nombre de visites aussi que vous pouvez avoir sur le système. Il y a un moindre coût en termes d'installation et financier. Vous avez des systèmes en ligne, des outils en SaaS qui vous permettent, pour gratuit ou presque, d'aller au moins vérifier que vos pages fonctionnent. Donc ça, et qui vous envoie un SMS si jamais il y a un problème au bout de si ça n'a pas réussi à joindre le système pendant plus de 15 minutes, voilà, etc. Vous pouvez fixer 2-3 seuils. Bon bah voilà, ça du gratuit ou presque pour avoir au moins une mesure externe qui vient totalement de l'extérieur de votre réseau, qui valide du coup que tout fonctionne jusqu'à votre application et qui arrive à vérifier que telle ou telle page fonctionne. Voilà, vous pouvez là aussi mettre des chaînes de caractères pour dire bah, tiens, dans cette page-là, je m'attends à voir le produit ou je m'attends à voir la description du guide touristique, etc. Et si je ne vois pas son nom dedans, c'est qu'on n'a pas réussi à avoir accès à la donnée qui elle-même est dans MySQL, etc. Donc en gros, en juste un check d'une page avec un outil un peu simple en ligne, on arrive quand même à valider peut-être 70-80% des problèmes qu'il pourrait y avoir. Donc ça, c'est, je dirais, le premier quick win que vous pouvez faire, c'est de mettre en place ce genre de choses. Après, si effectivement vous êtes vraiment en charge de la maintenance d'une infrastructure qui est plus large et que, au-delà de « tiens, je sais que j'ai un problème sur mon application », vous voulez en plus avoir suffisamment de données, CPU, les I/O disques, la mémoire, comme j'en parlais tout à l'heure, pour arriver à investiguer depuis combien de temps j'ai ce problème, etc. Bah là, vous allez avoir besoin d'avoir des enregistrements physiquement sur les serveurs. Vous allez avoir besoin de sondes qui, elles, avalent des données tout le temps. Voilà. Je ne sais pas si je réponds un peu à la question. Il y a un des aspects qui, voilà, à quel point je sors la grosse artillerie pour ça. Donc plus vous êtes en train de maintenir la plateforme et plus effectivement il faudra mettre en place, comme n'importe quel DevOps aurait besoin de le faire, des outils type des outils open source, soit Nagios, Zabbix, voilà, pour collecter des données tout le temps et puis vous mettre les bonnes alertes. Et après il y avait une dernière partie à ta question qui était on ne veut pas alourdir le système. Donc ça c'est plus d'un point de vue effort humain. Quel effort je mets la première partie de la question était plus quel effort humain je mets dedans. Ok, bon, un petit outil en ligne, ça fait déjà pas mal, une grosse partie du job. Et puis après, je peux installer vraiment la grosse artillerie en installant tout un tas d'outils, des agents sur chaque serveur. Après, d'un point de vue plus poids que ça va générer sur l'infra, faut voir que ça va rester faible. Donc tout à l'heure, je faisais une petite aparté pour dire on ne va pas non plus aller checker toutes les pages d'un site toutes les minutes, parce que sinon, ça va vraiment venir stresser la machine. Mais sans aller jusque-là, le trade-off, il va rester bon. C'est-à-dire que même si vous ralentissez de 1% l'efficacité de l'architecture, mais que par contre, vous êtes sûr que vous allez être alerté quand il y aura un problème, ça vaut le coup. Donc, il y a plein d'outils de monitoring qui, en enregistrant, ils vont tellement enregistrer de données, y compris sur comment l'application elle s'est fabriquée. Donc, vous avez tous écrit du code ici. Je vous ai fait un exemple là aussi tout à l'heure un peu simple de le temps de chargement de ma page, c'est ça. Mais ce qu'il y a à l'intérieur de ce temps-là, avec un bon système de monitoring, donc ça s'appelle d'ailleurs APM, Application Monitoring, c'est en fait un système qui va permettre de profiler pendant que votre code s'est exécuté pendant tout ce temps-là, et ben, il va dire j'ai passé tant de temps dans telle fonction, j'ai passé tant de temps dans telle autre fonction, etc. Donc du coup, à chaque fois que vous avez une augmentation, que vous avez un pic, en fait, vous allez pouvoir savoir exactement dans votre application, quand effectivement c'est l'application qui a ralenti, quelle est la partie de l'application qui en fait a été le plus chronophage. Ça c'est génial parce que ça permet de ne pas avoir à chercher dans une aiguille, dans une botte de foin, quoi. On voit tout de suite, finalement, grosso modo, d'où vient le problème, quoi. Voilà.
Donc là aussi, j'ai un peu, pour le coup, fait une grosse parenthèse. Donc ça, typiquement, arriver à faire ça dans l'application, il y a différents outils qui existent sur le marché et qui permettent de faire ça. Ça a tendance à ralentir un peu la page. En général, entre 1 et 5% selon les solutions. Donc ça veut dire que la page, ça malheureusement, elle va ça va plutôt être 315 millisecondes au lieu de 300. À vous de voir à quel point vous voulez que tout soit hyper rapide ou est-ce que vous voulez surtout vous prémunir d'un problème plus gros. Voilà. Bon, à quelques pourcents, moi, voilà, je te donne mon feeling, il vaut mieux regarder ce qui se passe, il vaut mieux tout analyser, quoi. Voilà. Ça répond bien à ta question? Ok, super. Est-ce que vous avez d'autres questions? Ouais. Alors, désolé si vous avez déjà répondu à la question. Pas de problème. Vous parliez tout à l'heure que c'est donc des personnes qui mettent en place une par une toutes ces méthodes. Ce qui est, vous disiez donc que l'IA serait le futur pour le monitoring. Est-ce qu'il y a déjà des exemples d'IA pour le monitoring qui fait ses preuves en ce moment ou à base de machine learning ou de quelque chose dans le genre? Donc bonne question, est-ce que ça c'est déjà en place? Alors, à ma connaissance, c'est en développement en ce moment chez tout le monde. Donc, c'est-à-dire c'est en développement chez nous, sur la solution qu'on développe et qui fait grosso modo un peu tout ça. Et c'est en développement aussi chez nos concurrents américains qui, eux aussi, ont des solutions qui vont faire de la PM. Donc, tout le monde se penche en ce moment sur ce sujet-là. Donc, j'en ai pas vu tourner live. Et en tout cas, pour avoir déjà testé voilà, ce genre de scénario 1, scénario 2, tiens, j'ai un graphe qui est plat, un graphe qui monte, etc. Ça s'applique vraiment parfaitement. Donc, c'est pas, voilà, c'est pas juste une idée que probablement ça va être majeur pour le monitoring. C'est évident que ça va l'être, quoi. D'ailleurs, l'IA, de manière générale, va révolutionner un paquet de domaines. Mais dans le monitoring, c'est sûr qu'il y a une brique IA qui va rentrer et qui ne ressortira plus, quoi. Elle va être là pour tout le temps, quoi. Donc j'imagine que au-delà de l'effort qui peut être porté, comme un peu toutes les sociétés qui, pour le coup, font des solutions payantes sur le sujet et qui aujourd'hui mettent pas mal de R&D là-dedans, probablement que des solutions open source vont aussi rejoindre le mouvement par la suite. Des outils comme Cacti, comme Zabbix, voilà. Je serais prêt à prendre le pari que dans X années, dans ces solutions open source, il y aura aussi des fonctions voilà, auto-learning de qu'est-ce qui est normal. Et puis, ça prendra vos jeux de données à vous. Et puis, automatiquement, ça fixera des seuils. Vous pourrez les visualiser, ces seuils, mais vous n'aurez plus jamais besoin de les modifier si vous voulez être feignant. Voilà quoi. Et de toute façon, c'est le but de l'informatique, hein, c'est d'être feignant et d'automatiser le plus de choses possible et de rendre la vie simple à tout le monde. Donc, si en plus on peut faciliter la vie de l'administrateur d'un système qui doit gérer son application, alors c'est parfait. Ça parle à tout le monde, je suis sûr. Pas d'autres questions ? Merci à tous.